I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous dans votre émission de décryptage de l'actualité. C'est déjà parti, oui, c'est déjà parti pour le projet de loi de finances 2017. Le patronat prépare les armes. La CGM a saisi les différentes confédérations pour qu'elles puissent toutes soumettre leurs propositions. Et déjà, il se murmure des propositions. Lesquelles, justement? À quoi s'attendre? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs aujourd'hui. Mehdi El Fakir, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, consultant en stratégie et risque management. Amine Diori également avec nous. Bonjour Amine. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. Deuxième sujet que nous aborderons à partir de 9h45, c'est la fuite des cerveaux marocains. Elle s'amplifie cette fuite. Les Marocains constituent la première communauté maghrébine installée à l'étranger. Plus de 850 000 Maghrébins diplômés vivent désormais dans les pays de l'OCDE. Alors comment stopper cette hémorragie? Quelles sont les conséquences? Vous nous le direz. 55 77 pour réagir, posez vos questions par SMS, 6 dirhams TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. C'est parti, on approche du mois de juin, le mois où tout s'accélère pour les préparatifs concernant le projet de loi de finances et année particulière, puisque année d'élection législative au mois d'octobre prochain, le 7 octobre prochain. Donc la cadence s'accélère, nouvelle loi organique qui fait qu'on va arriver un peu plus tôt dans l'échéance de distribution des premiers jets du projet de loi de finances 2017. Et donc le patronat qui se prépare et qui a déjà consulté ses confédérations. Bon, il y a des propositions qui ressortent par-ci, par-là. L'économiste nous en parlait notamment lundi dans son numéro. Est-ce qu'on doit s'attendre à une véritable révolution? Non, clairement, Mehdi El Fakir? Non, ça m'étonnerait qu'on pourrait parler d'une révolution. Donc c'est de part, tout d'abord, il y a déjà une loi organique qui est en cours de mise en place, une fiscalité qu'on ne pourrait pas bousculer, je dirais, structurellement, en tout cas pas si facilement. Oui. Et en plus, même la CGM, il demande des dispositions ou des doléances bien précises. Il ne demande pas à revoir le tout, il demande en quelque sorte à ce qu'on réaménage, on revoit en quelque sorte certaines conditions, mais et puis, vous l'avez si bien dit, un petit peu les doléances sont d'ordre sectoriel. À part quelques doléances qu'on va certainement en parler, mais les doléances sont à caractère sectoriel et je suis sûr et certain que cette année, ça sera pas vraiment une révolution majeure. Ouais, on va rentrer dans le vif des doléances. Juste avant, est-ce que vous pensez que la CGM, au vu de ce qui ressort comme info, elle est quand même gourmande ou pas, vu qu'elle a une position de force maintenant? Amine Diori, c'est vrai qu'elle est au Parlement, elle est à la deuxième chambre depuis un peu moins d'un an, mais en tout cas, c'est vrai que là maintenant, elle est bien installée et elle sera vraiment dans le vif du sujet dès maintenant pour ce PLF 2017. Elle est gourmande ou pas gourmande? Non, je pense qu'elle est réaliste. Parmi les sujets prioritaires pour l'entreprise, il y avait évidemment en premier lieu les délais de paiement. C'est un sujet qui va être réglé d'ici peu, j'espère. Maintenant, on rentre à un autre aspect qui est tout aussi important pour les entreprises, c'est la fiscalité. Oui. Maintenant, je pense que, d'après ce que j'ai lu, non, les demandes de CGM sont tout à fait réalistes et en même temps, ils ne cherchent pas à bousculer certaines choses. Par exemple, je prendrai l'exemple de la fiscalité des groupes. L'idée, c'est de réfléchir sur cette thématique sans remettre en cause tout pour le moment et sans qu'il y ait d'impact pour les ressources de l'État, parce que c'est aussi ça qui se joue derrière. Alors, une réunion prochainement, dans les prochaines semaines, c'est ce que nous dit l'économiste, avec donc la DGI, la Direction Générale des Impôts. Parmi les priorités du patronat, c'est, Mehdi El Fakir, l'IS progressif qui devrait a priori convaincre les entités évoluant dans l'informel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, sur l'IS progressif? Ça peut se mettre en place concrètement, ça aura des effets bénéfiques? Techniquement, oui. Les effets, ils en dépendent de la perception de la Direction Générale des Impôts, parce qu'il parle déjà d'un manque à gagner de 1,5 milliard de dirhams qui devrait ne pas être facile à combler. Mais bien sûr, c'est une disposition qui va permettre d'alléger la pression fiscale sur les entreprises, c'est-à-dire sur la TPE, sur la PME, en quelque sorte, parce que les tranches inférieures sont les tranches où se positionne la TPE et la PME. Et on les voit, elles souffrent pour l'instant, ces TPE, oui, ces PME, des différentes entreprises, on en parle depuis 2-3 ans, en hausse continue de 10 à 15% chaque année, délai de paiement qui se rallonge. Bon, ça va vraiment avoir un impact? Tout à fait. Bon, attention, il y a ici deux types de raisonnement. Il y a un raisonnement lié directement à l'économie réelle, au comportement de l'économie réelle, et il y a un raisonnement lié en quelque sorte à cette pression fiscale. Si les ressources fiscales seraient dédiées par la suite à l'investissement, je suis d'accord.
Mais maintenant, sinon, ça va être quand même, si c'est vraiment pour payer les dettes et pour gérer la trésorerie, ça va être un cercle vicieux. Amine Diori. Oui, alors ça dépend de la problématique qu'on souhaite aborder. Si c'est le problème de la défaillance d'entreprise aujourd'hui, clairement c'est le problème des délais de paiement qui se pose. Donc là il y a une loi qui est en cours pour l'instant, voilà, vous avez dit exactement. tout à l'heure. Maintenant, si l'autre objectif c'est de faire entrer ces entreprises qui sont aujourd'hui dans l'informel dans le formel, effectivement la partie fiscalité est très importante. Beaucoup d'incitations. Alors évidemment on va reparler du statut de l'auto-entrepreneur qui vise, grâce à des formalités administratives qui sont très facilitées, qui poussent ces entrepreneurs dans l'informel à rentrer dans le cadre formel. Maintenant, la fiscalité, oui, effectivement, c'est un autre atout pour pousser ces entreprises. On en parlait il y a pas longtemps, Mehdi Fakir, justement, une étude de la CGM qui est en cours pour l'instant pour tenter de cerner ces entreprises qui sont dans le formel et qui basculent dans l'informel. Bon, là, est-ce qu'avec ces dispositifs fiscaux pour l'instant qui ressortent, on pourrait tenter de les reconvaincre de revenir à la réalité du formel? Pas uniquement grâce à la fiscalité. C'est un raisonnement qui est un peu plus large. C'est toute une vision qui est à définir pour qu'on puisse vraiment convaincre ces entreprises. Il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises qui sont dans le formel, juridiquement, mais qui sont dans l'informel d'un point de vue activité. Des entreprises qui ne déclarent pas la totalité de leur chiffre d'affaires, qui recourent à certaines pratiques qui seraient peu orthodoxes. Maintenant, pour l'auto-entrepreneur, juste une précision, oui. Le cadre fiscal n'entre pas dans la doléance de la CGM. Parce que là, on parle de l'IS. Alors que pour l'auto-entrepreneur, c'est vraiment les toutes petites entreprises. C'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, la CGM est en train d'essayer de cerner la problématique et le phénomène de l'informel pour essayer qui a tendance à devenir endémique pour notre économie, pour essayer de trouver des solutions qui soient plus alléchantes, pas uniquement grâce à la fiscalité, à travers la fiscalité, faut pas l'oublier. Et autre chose qui est très importante, qu'on a tendance à oublier, l'État, il a besoin de cet argent pour financer l'action publique. Faut pas l'oublier quand même. Ouais. Si on demande le soutien de l'État, 86% des recettes de l'État marocain sont des recettes liées à la fiscalité. Donc l'État, il a toujours besoin d'argent. Maintenant, il faut agir sur l'assiette. Il faut agir en quelque sorte sur le périmètre, l'élargissement de l'assiette fiscale pour agir sur les recettes. Le débat aujourd'hui sur la partie technique devrait s'accompagner par des études d'impact. Bon, nous sommes à notre premier exercice concernant un petit peu mais c'est un peu trop tôt parce qu'il faut attendre les déclarations de 2016 qui seraient déposées d'ici au plus tard mars 2017 pour avoir une idée claire sur le vrai impact de cette nouvelle grille qui n'est pas bien sûr un impôt progressif dans le sens propre du terme, mais la CGM devrait en quelque sorte accompagner ces doléances par des études d'impact pour avoir quand même des arguments pour convaincre l'administration fiscale. Aujourd'hui, l'administration fiscale parle d'un manque à gagner. Point. Donc à la CGM d'amplifier son travail sur cette question en tout cas. Certainement. Amine Diori, responsable InfoRisque PME. Moi, j'inverserais la problématique. Alors, du point de vue de la DGI, je suis d'accord qu'effectivement, la question qui se pose, c'est le manque à gagner qui va être engendré par des réformes fiscales. Du côté de la CGM, et je rappellerai une thématique qu'on avait abordée il y a quelques semaines, qui était celle de l'inéquité fiscale, notamment dans le cadre d'une rencontre qui avait eu lieu entre Omar Farage, le directeur général des impôts, avec la CGM de Marrakech. Et les problématiques abordées, c'était le fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'inégalités, d'inéquité au niveau fiscal, c'est-à-dire alors à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en gros, première doléance, c'est que le fisc contrôle toujours les mêmes entreprises et que certaines catégories d'entreprises sont laissés de côté. Les entrepreneurs individuels, les auto-entrepreneurs et évidemment les entreprises qui travaillent dans le secteur informel. Là, c'est à la CGM de faire des propositions dans ce sens pour tenter de convaincre la DGI d'accéder à son travail. Non, mais après, il faut mettre cette question dans bien sûr, c'est une question qui doit se poser. Et puis il y a une autre question qui était importante aussi en termes d'inéquité fiscale, c'était les avantages fiscaux accordés aux zones franches liées à l'exportation, qui donnaient des avantages aux sociétés qui exportent, les sociétés étrangères de manière générale, par rapport aux sociétés marocaines. Donc ça aussi, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et là, la CGM a un jeu à jouer.
La suite des Décodeurs Atlantiques, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Amine Youri. Rebonjour Amine. Rebonjour Landry. Responsable PME chez Inforisk. Mehdi El Fakir avec nous également. Bonjour Mehdi. Rebonjour. Économiste, consultant en stratégie et risque management. À quoi s'attendre pour la loi de finances 2017 ? On en parle ce matin. La CGM a commencé ses consultations avec différentes confédérations. Des informations sont tombées notamment dans l'économiste, notamment sur l'IS. On parlera de l'IR dans quelques instants avec quelques propositions que pourrait faire la CGM. Juste avant, peut-être un mot sur le calendrier, puisqu'on évoquait tout à l'heure les élections législatives qui auront lieu le 7 octobre. On va se retrouver dans un scénario comme celui de 2012, Mehdi El Fakir, concernant cette loi de finances, où c'est difficile de prévoir. Quels sont les scénarios pour l'instant pour cette loi de finances 2017 ? Au niveau calendrier, bien évidemment. En calendrier, il devrait y avoir deux scénarios. Soit qu'on va respecter le calendrier prévu au niveau de la loi organique des finances, et là, il devrait y avoir vraiment une formation rapide du gouvernement suite aux élections, très rapide, et que le gouvernement, plutôt le Parlement, une fois installé, en tout cas le nouveau Parlement, la Chambre des représentants, une fois installée, devrait continuer ou entamer la discussion de la loi de finances pour qu'il soit voté avant le 31 et publié avant le 31 décembre. Le scénario de 2012 aussi est envisageable. On pourrait déjà imaginer qu'on devrait piétiner sur 2017 et attendre, en quelque sorte, gérer la période de janvier jusqu'à la promulgation et la publication de la loi de finances par décret de chef de gouvernement. Tout est possible, mais c'est compliqué un petit peu de prévoir l'un des deux scénarios. Ouais. Mais techniquement, le premier semble le plus correct et le plus, en quelque sorte, rassurant, et pour les investisseurs et pour aussi l'opinion publique. Bon, on verra bien ce qui deviendra. Peut-être un mot sur l'IR, un impôt sur le revenu, avec donc des mesures qui ont fuité dans les colonnes de l'économiste, notamment sur le réaménagement des déductions et des exonérations en matière d'IR. Ça, c'est ce que la CGM pourrait proposer à Amine Youri pour ce PLF 2017. Là aussi, pas de grandes nouveautés. C'est quelque chose qui va soulager des entreprises, des secteurs. Oui, et puis surtout la question c'est de s'ajuster, d'ajuster la DG, ce qui existe aujourd'hui au niveau de la DGI avec ce qui existe au niveau de la CNSS. C'est-à-dire que récemment la DGI a mis en place un certain nombre de contrôles au niveau des entreprises à la fin de l'année dernière par rapport à tout ce qui était exonération en matière d'impôt sur le revenu. Et donc voilà, aujourd'hui il existe encore un petit flou en matière fiscale sur ces exonérations. Et l'idée c'est vraiment de clarifier la position de la DGI par rapport à celle de la CNSS et d'apporter des points précis aux entreprises pour qu'elles ne se retrouvent pas dans ce vide fiscal. Ouais, et puis récompenser donc les entreprises bon employeur. Bien sûr. En quelque sorte. À quoi on peut s'attendre d'autre pour ce PLF 2017, Mehdi El Fakir ? On parle du réaménagement du barème de l'IR pour encore, en quelque sorte, encourager la consommation, alléger la pression fiscale sur les ménages. Mais je souhaiterais juste revenir sur, en quelque sorte, l'histoire des exonérations, des déductions, pour dire qu'aujourd'hui l'objectif, c'est-à-dire le challenge, c'est la qualification fiscale. Parce qu'aujourd'hui, on refuse tout ce qui ne serait pas lié à l'exploitation. Donc aujourd'hui, la clarification de la qualification devrait s'accompagner d'une clarification du formalisme nécessaire à produire pour convaincre l'administration fiscale que c'est en quelque sorte, indemnités qui sont en franchise d'impôt, certes, mais qui sont intimement liées au bon fonctionnement et à la bonne marche de l'entreprise. Mais aujourd'hui, effectivement, le challenge de l'IR est lancé, que ce soit d'un point de vue réaménagement du barème, comme d'un point de vue clarification des traitements et des qualifications des indemnités et des composantes des salaires ou des rémunérations, pour que par la suite les entreprises ne soient pas surprises lors des contrôles fiscaux, parce qu'effectivement le fait que nous n'avons pas vraiment une qualification claire, que nous n'avons pas encore un traitement clair, précis, s'accompagne très rapidement et systématiquement par des redressements. Donc ça va dans le sens de l'assouplissement, là donc pas de surprise. Clairement un entrepreneur, un patron qui regarde pour l'instant ces propositions de la CGM, il fait la grimace, il est soulagé, pas de grande nouveauté. Non, pas surpris, ni chaud ni froid. Non, pas de grandes nouveautés. C'est vrai que, à part la question de l'IS progressif, qui peut être un vrai apport pour les TPE-PME. Bouffée d'oxygène. Oui, bien sûr. L'IS, c'est clairement une question de trésorerie aussi. Donc, si on réaménage le barème, évidemment, ça va soulager en grande partie ces TPE qui souffrent aujourd'hui. Donc, à part ça,
Pour l'instant, c'est encore la grimace. Dans une conjoncture actuelle où on attend 1% de croissance selon Banque Al-Maghrib pour 2016, c'est plutôt la grimace, Mehdi El Fakir. Là. Il me semble que c'est prématuré de parler de dispositions fiscales bien définies. Aujourd'hui, la CGEM est en train de discuter, d'affiner, de préciser sa copie. Il me semble que de par les doléances qui ont été exprimées en 2016, il y a également en quelque sorte l'uniformisation des taux de TVA également qui devrait certainement revenir à la table et surtout des incitations fiscales à l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème de l'entreprise, c'est, comme vous l'avez si bien dit, c'est une problématique de survie. Soit qu'on investit, soit qu'on disparaît. Donc aujourd'hui, les doléances fiscales de la CGEM, il y a tout d'abord des doléances qui sont d'ordre général, certes que nous venons de citer, mais il faut s'attendre à beaucoup de doléances de la part des secteurs. Énormément parce que l'idée aujourd'hui, c'est de favoriser la montée en puissance de certains secteurs, notamment le secteur industriel, et ceci grâce à des incitations d'ordre fiscal, pas une aide directe. On parle aujourd'hui du programme TIEZ, Moussanada, Tahfiz, pour l'emploi, mais on parle également de l'allègement de la pression fiscale pour permettre à ces entreprises de d'avoir une marge pour investir et pour employer. Peut-être un dernier mot, alors en dehors du patronat, mais sur la loi de finances de manière globale, avec vous Mehdi El Fakir, sur le fait que cette nouvelle organique donc est entrée en vigueur et que on sait elle va donc être plus affinée, permettre des projections sur 3 ans concernant des programmes cette fois-ci de différents ministères. On n'est plus dans une logique comptable, mais dans une logique d'efficacité budgétaire des programmes lancés par différents ministères et donc de l'évaluation. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne loi de finances, une loi de finances efficace qui sera facilement évaluable? Il faut pas oublier que la loi organique de finances qui a été publiée en juin 2015 est-ce qu'on va avoir plus de visibilité, clairement? Pas avant c'est-à-dire c'est compliqué de non, pas prudent. La loi en question, on s'est fixé 5 ans pour la déployer progressivement. Donc, quelles seraient les dispositions qui vont entrer en vigueur en 2016 au titre de l'année de 2017, en quelque sorte de l'exercice 2017? Ça, c'est compliqué. Ça, c'est le ministère des Finances, notamment l'administration, plutôt le département du budget qui va le décider. Et nous attendons les documents, les restitutions qui vont être communiquées incessamment, et surtout la note de cadrage du chef du gouvernement qui devrait préciser quelles seraient les dispositions qui vont être mises en vigueur. Cela dit, effectivement, les dispositions de l'organique des finances prévoient une gestion sur la base des résultats, de la transparence et de l'efficacité managériale. À suivre en tout cas. À suivre, voilà, avec la mise en place de comptabilité analytique, de contrôle de gestion, une loi des finances triennales à ajuster chaque année, avec une certaine cohérence sur le plan fiscal, parce que vous savez que l'instabilité fiscale fait que chaque année on sort avec des dispositions et on passe à l'année suivante avec d'autres dispositions, ce qui perturbe un peu les entreprises. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce premier sujet. Dans un instant, on va parler de fuite des cerveaux marocains qui s'amplifie, cette fuite. On parle de 850 000 maghrébins diplômés vivant désormais dans les pays de l'OCDE. Comment stopper cette hémorragie des cerveaux marocains qui s'en vont à l'étranger? Quelles conséquences pour notre économie? On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. On commence par vous, Ameliori, un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Ah non, ce sera un coup de cœur. Un coup de cœur, dites-nous. Oui. Alors, ça concerne l'ouverture prochaine du premier centre national de prototypage au Maroc. Oui. Donc, qui sera hébergé auprès de l'ENSET, donc l'école nationale des sciences techniques. Alors, pourquoi c'est important? Déjà, je voudrais faire un petit retour en arrière. Quand je suis arrivé au Maroc il y a à peu près 7 ans, ma première mission auprès du ministère de l'Enseignement supérieur était justement de réfléchir sur la mise en place, la création d'un centre de prototypage pour le Maroc, parce que ça n'existait pas. Et donc, on avait réfléchi à l'époque sur tout ce qui devait être mis en place en termes de technologie, en termes de procédés, de machines, de ressources humaines et financières. Et on avait une des recommandations, c'était justement de mettre ce centre de prototypage dans un écosystème où il y aurait l'État, où il y aurait les entreprises, les laboratoires de recherche, les universités. 7 ans après, donc, j'apprends avec grand plaisir la naissance de ce premier centre au Maroc. Donc, c'est très très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, dans nos universités, il y a énormément de jeunes talents. Ils ont beaucoup d'idées. Ils ont pas forcément des moyens, mais de l'idée à la réalisation d'un produit, il y avait un maillon manquant dans la chaîne de fabrication. Ça va convaincre, ça, on va en parler bien sûr dans le deuxième sujet, mais ça peut convaincre, ça peut arrêter une partie de la fuite des cerveaux? Minime, léger? Bon, en tout cas, oui, effectivement. Effectivement, je vais reprendre un des chiffres, c'est qu'aujourd'hui, 16% des lauréats des établissements publics créent leur entreprise.
grâce à ce centre de prototypage, de plus en plus de jeunes qui ont des idées et qui veulent voir le produit d'un point de vue fonctionnel auront cette possibilité. Ça va les encourager à créer leur entreprise autour d'un produit innovant. Donc oui, ça peut effectivement permettre de limiter cette fuite des cerveaux marocains. Et ça peut motiver plus et booster la création d'entreprises pour les jeunes. Bien sûr, une bonne nouvelle. Mais la question qui se posera après, ça c'est un autre problème, c'est le financement. Le financement de l'innovation. Et ça, c'est vraiment un vaste sujet. C'est la grande problématique, effectivement. Mehdi El Fakir, un coup de gueule, un coup de cœur? C'est un coup de gueule. Allez, c'est la réaction c'est ce que je reprends, la réaction du gouvernement marocain par rapport au rapport du département d'État sur les droits de l'homme. Et là, on se pose toujours des questions. La question est simple. La position des États-Unis est à clarifier. Donc, moi, je rends hommage à un travail très minutieux et diplomatique qui a été initié par le Maroc. Un mois après, on réagit. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, c'est une action qui est très diplomatiquement mesurée, parce qu'on s'est accordé. On n'a pas voulu réagir aussi parce qu'il y avait les négociations au Conseil de sécurité sur le dossier du Sahara. Voilà, non, primo. Secondo, il y a eu des réunions entre le ministre de l'Intérieur et l'ambassadeur américain pour essayer de comprendre. Maintenant que le Maroc, il a les idées claires, parce qu'il a quand même un vis-à-vis qui représente l'État américain. Il a des vis-à-vis. Là, vraiment, on est en train vraiment de poser plus que jamais cette question. Quelle est la position des États-Unis vis-à-vis de la question du Sahara marocain? C'est une question qui est très cruciale, auquel il faut apporter des éléments de réponse qui vont au-delà des déclarations d'intention, au-delà des déclarations diplomatiques. Il faut vraiment, à mon humble avis, faire un re-engineering de notre politique étrangère pour qu'on puisse vraiment y parler. 9h48 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet. On parle de fuite des cerveaux marocains ce matin, fuite qui s'amplifie. Les Marocains qui constituent la première communauté maghrébine installée à l'étranger. On parle de 850 000 Maghrébins au total, 850 000 Maghrébins diplômés qui vivent désormais dans les pays de l'OCDE. Comment stopper l'hémorragie? On va décoder tout cela dans un instant. Peut-être d'abord un bref état des lieux, un bref aperçu de cette fuite des cerveaux. On a peu de chiffres, mais quand même, il y a une étude qui est sortie l'an dernier, qui avait fait grand bruit. Il y a pile un an d'ailleurs, justement, qui avait été publiée par, il me semble, l'OCDE et un centre de recherche algérien sur la question, qui abordait justement tout l'impact de cette fuite des cerveaux dans les pays maghrébins. Il y avait aussi l'OIT. Voilà. Je me disais qu'il manquait quelqu'un. Ça bloque pour l'instant. Enfin, ça s'accélère plutôt la fuite des cerveaux, Amine Diouri. Alors déjà premier point, plutôt que de parler de fuite des cerveaux, je préférais parler de mobilité des compétences. Parce que quand on parle de fuite des cerveaux, on voit forcément tout de suite l'aspect négatif de la chose. Or, on a l'impression que c'est un problème qui vient une fuite de ressources humaines du sud vers le nord, alors qu'en réalité c'est quelque chose de global. C'est-à-dire que il y a énormément de Français qui quittent la France pour aller s'installer à l'étranger. À partir du moment où ces ressources humaines formées, compétentes, voient des opportunités à l'étranger, évidemment, rien n'empêche ces gens de partir et de s'installer dans un autre pays. Donc je préfère parler de mobilité de compétences. Mais il y a quand même des impacts aujourd'hui, clairement négatifs sur cette fuite des cerveaux, sur notre économie, Mehdi El Fakir. Certainement, parce que là on parle vraiment d'un manque à gagner énorme, parce que l'État a investi énormément dans la formation de ces jeunes, dans la formation de ces compétences, et notre économie on en a besoin. Le fait qu'il décide un petit peu de quitter le Maroc pour d'autres pays nous oblige quand même à repartir à zéro. Donc la maturité des compétences, le savoir-faire, nous sommes privés d'un savoir-faire que nous avons formé. C'est ce qu'a qualifié Monsieur Béchir Ben Ahmed, l'ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, de vol organisé. Parce que tout simplement, les États investissent énormément et que finalement, une fois le diplôme en poche, ils décident un petit peu de quitter leur pays pour partir s'installer ailleurs. Ouais, vol organisé, mais qui est motivé notamment par l'attrait financier, par ces Marocains, par ces Maghrébins. À mon humble avis, il y a trois explications. Attention, il y a certes l'aspect financier, mais quand même. Aujourd'hui, le Maroc, pour certaines compétences, il offre vraiment un niveau tout d'abord, il y a un niveau de vie au Maroc qui est exemplaire. Il y a quand même des niveaux de salaire qui sont très attractifs, très intéressants. Peut-être pas dans l'administration publique. Oui. Pas assez, malheureusement. Pas vraiment au niveau de l'administration. Peut-être, mais même l'administration publique, maintenant, il s'apprête un petit peu à lancer une opération de recrutement sur contrat. Et il a énormément évolué, il a énormément changé et avancé en matière de masse salariale, de conditions matérielles, que le travail au sein de l'administration publique au Marocain est attractif quand même. Ça commence à bouger tout doucement.
parlait de contrat, mais effectivement, l'idée de CDD dans la fonction publique, ça commence à germer. Pour avoir une certaine parade sur le plan juridique, parce qu'il y a un DAER qui gère la fonction publique, pour intéresser en quelque sorte les compétences pour venir travailler au public. Il y a également, ça c'est le premier élément qui est un élément, l'élément matériel, à mon avis, certes c'est un élément à prendre en considération, mais ce n'est pas l'élément prépondérant. En deuxième lieu, il y a l'effet mode. Les jeunes aujourd'hui ne se retrouvent pas au Maroc. Ils disent que le Maroc, il a encore du temps, il a encore du chemin à faire en matière de développement. Ailleurs, à l'Occident plus précisément, c'est évolué, c'est bien avancé. Il y a la joie éventuellement, la joie de vivre. Les conditions de travail, les conditions de vie sont pas les mêmes qu'ici au Maroc. Donc parfois il y a un élément d'ordre culturel. Un élément d'ordre en quelque sorte on trait avec la personnalité de la personne. Et il y a le troisième élément qui est le plus important, qui est la réalisation de soi. On estime qu'on va pouvoir se réaliser ailleurs plutôt qu'au Maroc, parce qu'on va pas éventuellement être mieux écouté et mieux évalué. Voilà. Amine Diori, c'est vrai que au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, on a compris depuis quelques années tout de même cet intérêt à ne pas faire fuir nos étudiants. On essaie de construire des partenariats publics-privés avec des grandes institutions, des grands établissements internationaux, notamment français, pour ramener, et vous l'avez dit, des étudiants étrangers, notamment du Nord, vers le Sud, mais pour aussi contenir ces étudiants marocains ici, chez nous. Oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir sur un point qui est la question de pourquoi ces jeunes veulent aller vers le Nord. Moi, je pense que c'est avant tout une question d'opportunité. C'est une question de aujourd'hui les conditions de chômage qui se posent aujourd'hui au Maroc. C'est aussi des conditions de travail. Clairement, quand vous êtes médecin et que vous travaillez dans un hôpital marocain, vous avez peut-être moins de conditions matérielles pour travailler que si vous allez travailler dans un. Vous allez et une ambiance clairement différente. Non, c'est clair. La corruption en France ou en Europe et la corruption ici au Maroc dans les hôpitaux, il n'y a pas photo. Voilà, c'est un autre exemple. Je lisais un médecin mauritanien qui expliquait son cas, par exemple. Pourquoi il est parti? Parce que tout simplement, diplômé, il trouvait pas de travail, alors qu'il est médecin. Il va en France, et là-bas il trouve des opportunités pour bien évoluer. Et l'idée, c'est que derrière ça, ces personnes, je pense, ne quittent pas juste parce que c'est mieux d'aller autre part. Je pense qu'ils aiment profondément leur pays, et beaucoup de personnes que je connais qui sont fortement qualifiées, fortement diplômées, après quelques années, après de l'expérience prise à l'étranger, reviennent au Maroc, par exemple, pour travailler dans les entreprises marocaines. Donc il y a quand même, on sent ils appartiennent fortement au Maroc et qu'ils ont envie de revenir tôt ou tard. Et il manque un élément quand même manquant de ce chaînon. Il manque un élément manquant. Bon bref, il manque un élément au chaînon, justement, c'est la reconnaissance politique des Marocains résidant à l'étranger. Ça aussi, c'est un facteur de blocage. Aujourd'hui, il me semble que le Maroc, comparativement à d'autres pays de la région, a énormément évolué en la matière. Oui, mais bon, les MRE n'ont pas de place encore au Parlement, n'ont pas de reconnaissance claire et nette, même au niveau des votes. Non. Alors bon, là, c'est effectivement un élément sur lequel il y a quand même des actions qui sont en cours. On est en train un petit peu de militer pour qu'on puisse qu'on puisse être représenté au niveau du Parlement. Mais au-delà de ça, il faut pas oublier que le Conseil des MRE, il a quand même un poids. Il y a quand même un département ministériel dédié aux Marocains résidant à l'étranger, même au niveau des opérateurs économiques nationaux, notamment les banques. Ils sont déployés pour servir cette population. Le Maroc ne va pas oublier un petit peu. Mais au niveau politique, ça sera pas pour cette année en tout cas, pour les MRE. Encore une fois, malheureusement. Logiquement, en tout cas, c'est quasiment certain. Attendons, vous savez, l'organisation des élections, c'est une question de temps. Déjà, les tractations seraient toujours en cours. On est en train de parler de en quelque sorte de l'éligibilité ou pas être représenté au Parlement, même les quotas, les pourcentages, les listes nationales, tout ceci c'est en cours. C'est une discussion en cours. Mais à mon humble avis, le Maroc reconnaît l'importance majeure de ces MRE. Il reconnaît aussi l'importance majeure du lobbying qu'il représente même dans ce pays-là. Effectivement, la question de représentativité, au niveau du Parlement, c'est quelque chose qui devrait certainement revenir à table, et je suis certain qu'il y aurait certainement un dénouement positif en la matière, j'en suis certain. Maintenant, juste une petite précision par rapport aux éléments qui nous manquaient au Maroc. La réalisation de soi,
Moi, je suis déjà professeur à l'ISCAE, j'ai beaucoup de mes étudiants qui partent continuer leurs études à l'étranger parce que les conditions de recherche et développement sont plus propices, sont plus développées, sont plus évoluées qu'au Maroc. Recherche, développement, innovation. Exactement. Si aujourd'hui nous avons en quelque sorte des centres, une infrastructure, des appareils qui vont accompagner en quelque sorte cette vision des choses, certainement nous allons pouvoir être attractifs. Vous avez parlé des étudiants étrangers. À l'ISCAE, nous avons chaque année des étudiants qui viennent de l'étranger, du Canada, en quelque sorte de la Chine même, pour qu'ils puissent continuer et boucler leurs études à l'ISCAE. Ceci nous réconforte parce qu'il y a quand même de l'attractivité. On est quand même un pays qui est attractif. Donc notre expérience intéresse à l'extérieur. Mais il faut renforcer aujourd'hui cet écosystème entrepreneurial, de recherche aussi, de développement, d'innovation. C'est tout pour pouvoir contenir cette jeunesse, ces talents qui veulent innover, qui veulent grandir ici au Maroc. Alors là, je fais un appel à l'entreprise. Parce que c'est à l'entreprise de prendre l'initiative, pas l'État. C'est l'entreprise qui doit chercher, en quelque sorte, l'université, qui doit chercher les centres de formation. Pourquoi ça bloque, selon vous? À mon humble avis, c'est une question de synergie, c'est une question un petit peu d'entente. On n'a pas encore trouvé cette idée, cette formule ou ces formules qui vont faire en sorte que les institutions de formation ou l'université soient une plateforme de recherche. Amine Diori. Oui, au tout début, dans mon coup de cœur, je parlais d'écosystème. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que autour de l'université, autour d'un centre de prototypage, c'est tout un écosystème d'acteurs qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire, il y a évidemment l'État, on peut pas y échapper. Il y a les entreprises, bien évidemment, parce que c'est elles finalement qui peuvent tirer bénéfice des résultats qui seront réalisés au niveau des universités et des centres de recherche. Donc, évidemment, il faut que tous ces acteurs se mettent d'accord, notamment l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord. Il est important que l'entreprise se rapproche de l'université et qu'il y ait des passerelles entre les étudiants. Clairement, ils développent un produit. Après, il faut le commercialiser. Ouais. L'entreprise est là pour accompagner ou même intégrer ces projets au sein de cette entreprise. Et puis à rappeler que notre région, le Maghreb, est l'une des régions où il y a malheureusement le plus fort taux de progression de fuite des cerveaux. On parle de 5% de croissance annuelle, pas de croissance, mais de 5% en plus de fuite de cerveau chaque année, contre 3% qui est la moyenne mondiale. Merci beaucoup, messieurs. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque, Mehdi El Fakir, économiste consultant en stratégie et risque management. À très bientôt pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. À bientôt, merci. À bientôt, merci. Vous restez avec nous dans un instant. Votre émission citoyenne, les experts atlantiques avec Faisal Tellaoui. Dans quelques instants, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un numéro des Décodeurs. Excellente matinée.